les données de sources variées, de nature et de formats différents. Les identités jouent dans ce processus un rôle central en sécurisant l'accès aux données, mais pour qu'elles puissent jouer ce rôle, comment, dans un premier temps, déployer ces identités en toute confiance et ensuite quel encadrement et quels standards pour garantir un niveau maximal de sécurité autour des identités numériques. Alors pour répondre à l'ensemble de ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Mavel. Stéphane, vous êtes responsable des relations partenaires chez France Connect. Allez-y. Je peux parler. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Armand Eslot, vous êtes chef du service de l'expertise au niveau de la CNIL. Tout à fait. Bonjour. Hugo Magna, vous êtes chef de projet identité numérique et confiance numérique à l'ANSSI. Oui, bonjour à tous. Et Yann Haguet, vous êtes EVP Identity chez IN Group. Oui, bonjour à tous. Et donc, contrairement au nom qui est affiché, mon nom c'est Yann Haguet. Effectivement, j'aurai le plaisir de participer à cette table ronde. Il y a eu effectivement un changement d'intervenant de dernière minute. Alors, je vous propose de commencer avec l'actualité. L'actualité est très riche, notamment en France et en Europe aussi, mais on va commencer par la France. Je vais commencer avec vous, Stéphane. Pas mal d'actualités chez France Connect. Oui, tout à fait. Alors France Connect, c'est 38 millions de citoyens français qui l'utilisent déjà ou qui l'ont utilisé. C'est plus de 1500 sites qui ont intégré le dispositif France Connect. Et c'est une récurrence d'usage qui ne cesse de croître. Donc France Connect, c'est un dispositif, j'imagine dans la salle que vous connaissez tous, qui a pour objectif premier de simplifier l'accès aux usages numériques. Et on a lancé il y a quelques mois une nouvelle plateforme qui s'appelle France Connect Plus, qui elle est destinée à sécuriser les usages numériques, puisqu'en fait c'est un fédérateur d'identité qui va donner accès à des identités de niveau substantiel et élevé au sens du règlement IDAS. Comme ça, on reviendra sur ces notions-là un peu plus tard. Et donc permettre en fait la réalisation de services numériques plus sensibles grâce à ces identités de meilleur niveau de garantie. Est-ce qu'on peut donner un exemple de ces services-là? Les services plus sensibles? Oh, il y en a tellement, mais aujourd'hui, par exemple, enfin, certains d'entre vous ont peut-être utilisé ma procuration en ligne lors des élections présidentielles ou pour les prochaines élections législatives. C'est un des services qui pourrait être accessible sans avoir besoin de passer au commissariat dès lors qu'on aurait une identité de niveau substantiel ou élevé. Tout ça à mettre avec beaucoup parce que c'est quand même un service ultra sensible du ministère de l'Intérieur. Mais en tous les cas, c'est pour vous donner un exemple, mais ouvrir un compte en banque, par exemple, 100% en ligne, aujourd'hui est possible avec une identité de niveau substantiel, alors que sinon il faut renvoyer un scan de sa pièce d'identité ou demander à ce qu'un prélèvement soit fait sur un autre compte bancaire, donc faire ce qu'on appelle de la délégation de KYC. Alors, ça me permet de rebondir sur une autre actualité récente, l'application France Identité. Alors, le nom n'est pas encore définitivement arrêté, France Identité ou France Identité numérique. Si vous êtes en possession de la nouvelle carte d'identité électronique et d'un téléphone avec puce NFC, vous pourrez prochainement tester cette application qui permet de vous authentifier auprès des services justement liés à France Connect. Donc, il y a un décret qui est paru fin avril et qui définit le cadre réglementaire de ce SGIN, service de garantie de l'identité numérique, pour fournir donc un moyen d'accès aux 1500 services dont vous faisiez auquel vous faisiez allusion. Oui, tout à fait. En fait, c'est une application qui est déjà en bêta depuis une dizaine de jours, je crois, et qui donc va rejoindre la galaxie France Connect logiquement dans quelques mois au niveau faible, c'est-à-dire ça sera un nouveau fournisseur d'identité qui intégrera la galaxie France Connect et normalement au niveau élevé à la fin de l'année, c'est-à-dire derrière France Connect Plus, donc le nouveau fédérateur d'identité de meilleur niveau de garantie. On accueillera l'identité France Identité numérique d'ici la fin de l'année, de même qu'on devrait accueillir dans les prochaines semaines l'identité d'Ariane Next, qui s'appelle l'identité Iris, et qui sera, elle, de niveau substantiel. Donc à horizon fin d'année 2022, on devrait avoir 3 fournisseurs d'identité derrière France Connect Plus. La Poste, puisqu'aujourd'hui on a déjà l'identité numérique de niveau substantiel de la Poste, qui est derrière le bouton France Connect Plus. Iris, bientôt d'Ariane Next, et France Identité numérique, normalement, d'ici fin 2022. Alors Yann, IN Group, vous nous faites un petit rappel de qui est IN Group, et puis après on va rebondir sur ce que vient de dire Stéphane. D'accord. Alors IN Group, pour ceux qui n'auraient pas encore clairement en tête ce que peut être IN Group, en fait c'est le nom commercial de l'imprimerie nationale.
Vous pouvez vous demander le lien entre l'imprimerie nationale et l'identité numérique. En fait, il y en a un très fort, qui est que les identités ont d'abord été historiquement très papier et très titres sécurisés et sont en train de migrer vers le numérique et donc l'identité numérique. Alors moi, pour rebondir sur ce qui a été dit concernant l'application France Identité Numérique, moi je voudrais réagir à double titre. D'abord, avec ma casquette de pilote du groupe de travail Identité Numérique du comité stratégique de filière de la sécurité, où on regroupe les industriels et l'État autour de ce sujet d'identité numérique. Et c'est vraiment un enthousiasme de voir l'émergence de cette application et de l'usage qui va être fait du container identité numérique qui est sur la carte d'identité nouvelle génération émise depuis le milieu de l'année dernière. Et puis je vais réagir aussi, alors enthousiasme parce que c'est sincèrement quelque chose que l'écosystème a attendu pendant un certain temps et maintenant je crois que avec ce coup d'envoi, on rentre dans la nouvelle phase qui est d'inventer ensemble un certain nombre d'usages autour de cette identité numérique. Le deuxième sujet ou deuxième mode de réaction, c'est avec cette fois-ci une casquette focus sur IN Group, l'imprimerie nationale, en étant bien sûr très fier d'avoir accompagné tout ça à travers la production de la carte d'identité numérique. Je vous l'ai dit, sur la base des spécifications de l'Agence nationale des titres sécurisés, cette carte contient un container d'identité numérique et c'est à travers l'application France Identité Numérique, c'est ce container qui va être activé et qui va permettre aux différents citoyens de pouvoir à la fois disposer d'une identité numérique sur sa carte et ensuite de l'avoir sur son wallet. Et je crois que c'est fondamental pour la France d'avoir suivi cette démarche qui est de disposer d'une identité numérique à la fois sur un vecteur comme la carte d'identité et puis ensuite de pouvoir la décliner à l'usage sur le wallet, c'est d'avoir conservé ce rôle assez inclusif de la double modalité, une modalité sur un titre sécurisé et la modalité à travers une identité numérique présente sur un wallet. Pourquoi je dis ça? C'est l'occasion pour moi peut-être de partager une expérience, alors cette fois-ci qui n'est pas en France mais à l'export, parce qu'il y a une groupe travaille aussi à l'export. C'est d'évoquer en quelques minutes, si je peux. Oui, allez-y, bien sûr. L'exemple. Alors on a un tout petit État qui est aux frontières de la France, qui s'appelle Monaco, pour lequel on a déployé il y a un an une solution assez équivalente à ce qui se fera en France, au sens où, dès l'origine, l'État monégasque nous a demandé de déployer à la fois une identité que j'appelle physique, c'est-à-dire donc un titre sécurisé de carte d'identité ou de résident, et puis une identité numérique. Et il y a qui peut être et dans le titre et dans le wallet du portable. Et ce que je trouve d'assez intéressant, c'est les enseignements que l'on peut en tirer avec une année de recul, donc un petit peu d'avance sur la France. Premier enseignement, c'est de voir que finalement il y a un taux d'adoption auprès des monégasques qui est de l'identité numérique qui est assez impressionnant puisque on est entre 90 et 95% des gens qui vont chercher leur carte d'identité qui décident aussi d'activer leur identité numérique. Et lorsqu'on interroge les personnes qui ne souhaitent pas activer leur identité numérique, la réponse la plus fréquente est de dire qu'ils souhaitent ou qu'ils ont le sentiment de conserver beaucoup plus à leur main les données qui sont sur leur carte en ayant à chaque fois un geste physique de sortir leur titre d'identité matérielle et de le présenter plutôt que de le laisser accessible à un univers numérisé. Alors ça peut faire sourire, mais il n'empêche que vous aurez probablement dans chaque pays ce taux de personnes un peu rétives à pouvoir adopter cette identité numérique. Un autre enseignement que je trouve intéressant, c'est de voir que la bascule, là où on s'attendait à une bascule quasi systématique des personnes de l'identité numérique sur la carte à sa traduction sur le wallet sur des mobiles, on a un taux de basculement qui est beaucoup plus faible puisqu'on a plus d'un tiers des monégasques qui ne le basculent pas sur leur téléphone. Alors c'est une affaire générationnelle d'abord, en sens où on le comprend, c'est beaucoup plus systématique sur les jeunes générations, un peu plus compliqué sur des générations un peu plus âgées. Il n'y a pas, je vous laisse imaginer, il n'y a pas de limitation en termes de matériel, c'est-à-dire le smartphone NFC à Monaco est assez répandu, je vous le confirme. Mais il y a là aussi une réticence qui est de ne pas vouloir laisser
une identité numérique sur son portable mixée avec des notions qui, alors ça traduit d'un certain flou aussi, il y a sans doute de la pédagogie à faire, mais mixer ces informations sur son portable avec ce que je vais appeler les applications GAFAM, avec ce sentiment que le cloisonnement ne serait pas parfait et donc un risque là aussi d'avoir un peu une confusion des genres. Ça témoigne au moins de deux choses pour moi. La première, c'est que très clairement, il faut savoir et écouter les citoyens dans leurs préoccupations et leur façon d'adopter l'identité numérique si on veut que ça soit un succès. Deuxième enseignement, c'est il faut pouvoir aussi fournir des usages. Qu'est-ce qui fait le succès du démarrage à Monaco? C'est très clairement le fait que dès l'origine, le gouvernement monégasque ait tout de suite pensé à un certain nombre d'usages. Je pense que c'est un terme important. Et on fait le choix, dès l'ouverture et la mise à disposition de l'identité numérique, d'offrir non seulement des usages type public, l'équivalent de ce que France Connect peut proposer en France, mais aussi des usages privés, typiquement l'accès au compte Monaco Télécom, pas France Télécom, Monaco Télécom se fait et est déjà connecté sur l'identité monégasque Emerald. Donc en fait, je trouve intéressant ce type d'approche parce qu'elle montre la sensibilité et aussi les raccourcis qu'on peut prendre de temps en temps sur la capacité d'adoption de l'ensemble des citoyens à l'identité numérique. Alors on va revenir sur le territoire français avec vous, Hugo Magna, donc vous représentez l'ANSSI. Quel rôle joue l'ANSSI justement en matière d'identité numérique? Je crois qu'Yann en a un peu parlé. Oui, allez-y, c'est bon. Notre rôle, c'est pas de s'assurer que le micro fonctionne. Donc notre rôle, Yann en a un peu parlé, pour que les usages, pour qu'il y ait une acceptation, le citoyen il a aussi besoin de s'assurer que tout ça est sécurisé. Et c'est là où l'ANSSI on va apporter une expertise, c'est-à-dire que nous, notre rôle essentiellement sur l'identité numérique, c'est d'évaluer les solutions d'identité numérique. Donc on le fait, il y a un cadre réglementaire associé à ça, je pense que vous connaissez ce règlement, c'est le règlement IDAS pour Electronic Identification and Services, et au titre de ce règlement, l'ANSSI est organe de contrôle en France. Donc elle a la charge d'évaluer les moyens d'identification qui sont électroniques, elle a la charge d'évaluer les plateformes qui fédèrent les identités numériques. Donc on travaille beaucoup avec France Connect, avec Stéphane et leurs équipes pour voir quel est le niveau de sécurité associé à ce type de plateforme, comment on les accompagne. Et donc on évalue les identités numériques. Donc on l'a mentionné, aujourd'hui l'identité numérique du groupe La Poste est évaluée au niveau substantiel. Je crois qu'on a prévu peut-être tout à l'heure de revenir sur les différents niveaux de garantie. Et donc voilà, on va à ce titre-là aussi pouvoir évaluer d'autres identités numériques. Donc Arianex a été cité. Il y a effectivement l'identité numérique qui sera proposée par les équipes du programme France Identité qu'on va être amené aussi à regarder. Donc ça, c'est un rôle qu'on a de pouvoir évaluer ces différentes identités numériques et de participer aussi au cadre européen relatif à ces sujets-là. Alors ce qui serait intéressant, vous en parliez à l'instant, c'est que vous nous rappeliez justement les trois niveaux, dont je les rappelle, faible, substantiel et élevé. Alors ces niveaux, c'est pas l'ANSSI qui les a inventés. À nouveau, c'est des niveaux qui sont liés à un règlement européen. À nouveau, c'est le règlement IDAS qui définit ces niveaux-là. Donc faible, substantiel, élevé. Il y a des spécialistes dans la salle et j'en vois beaucoup. Je suis désolé, je vais vulgariser le sujet pour que ça soit plus clair. Faible, c'est un identifiant mot de passe en termes d'authentification. Donc il y a des usages sur France Connect qui sont à ce niveau-là. Typiquement, si vous voulez par exemple accéder à un pot, vous pouvez le faire avec un identifiant mot de passe. Au niveau substantiel, si je fais le pendant avec ce qui se passe dans le monde physique à distance, l'idée c'est par exemple en termes de vérification d'identité à distance, c'est d'avoir l'équivalence à un face-à-face physique en guichet avec un opérateur qui a à peu près formé la fraude documentaire. Donc typiquement, c'est pour donner un équivalent, c'est le contrôle en guichet de poste pour réceptionner un colis, le contrôle dans une banque pour pouvoir ouvrir un compte en banque. Donc c'est des personnes qui ont une certaine appétence et compétence pour vérifier l'authenticité d'un titre et l'identité d'une personne, mais ils ne sont pas outils. Le niveau élevé, là, on va du coup avoir des personnes beaucoup plus formées, beaucoup plus compétentes et qui seront en plus outillées, c'est-à-dire qu'elles ont des éléments qui leur permettent de vérifier l'authenticité du titre, notamment en allant chercher des éléments de sécurité du titre. Et donc là, on n'est plus sur des compétences qui sont historiquement chez le ministère de l'Intérieur et les différentes directions, qui, notamment tout ce qui est passage aux frontières, tout ce qui est IRCGN, donc c'est l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale, qui ont cette capacité d'investigation de niveau élevé.
Alors, l'objectif de l'ANSSI est d'assurer une meilleure prise en compte, on l'a vu, des exigences de sécurité, sans toutefois freiner l'innovation. Donc, vous venez de rappeler les différents axes sur lesquels vous travaillez. Alors, ça implique de vous positionner sur les différentes étapes du cycle de vie d'une identité, depuis la vérification initiale de l'identité jusqu'à sa délivrance, l'activation, l'utilisation et la révocation. Tout à fait. Toutes ces étapes-là vont être regardées dans le cadre d'une identité numérique. Je vais peut-être faire un petit focus que j'aime bien, qui parle à tout le monde, c'est sur la partie donc vérification d'identité. C'est vrai qu'avant de pouvoir vous remettre une identité numérique, un certificat, quelque chose qui puisse prouver votre identité, on va avoir besoin de vérifier votre identité en avance de phase. Et sur ce process-là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un manque à un moment sur le marché pour essayer de caractériser des solutions qui permettent de le faire. Et on a travaillé à construire, c'est aussi notre rôle, de construire une doctrine, un référentiel, un jeu d'exigences pour clarifier les règles du jeu selon notre vision, en partage avec bien sûr l'industrie et l'écosystème qui a été sollicité pour qu'on puisse voir l'état de l'art du marché. Donc à ce titre-là, on a construit le référentiel PVID, donc c'est un référentiel qui porte sur tout ce qui est prestations de vérification d'identité à distance. Ce référentiel-là nous permet concrètement d'évaluer les prestataires à qui le rôle c'est de vérifier l'identité à distance de personnes. Donc c'est des acteurs, vous allez présenter votre titre d'identité face à une caméra, l'acteur en question va être en capacité de vérifier l'authenticité de ce titre, ensuite il va vérifier. Il va y avoir de la liveness detection, donc de la détection du vivant, vérifier que la personne qui est en face du téléphone mobile est bien vivante. En face à face physique, ça paraît assez simple. À distance, c'est une autre paire de manches. Et enfin, des aspects de comparaison du visage. Donc vérifier que le titre qui a été présenté, la personne qui s'est présentée au téléphone, elle est bien la détentrice légitime de son titre. Donc ça, c'est des problématiques sur lesquelles on travaille, sur lesquelles on accompagne les acteurs pour venir se positionner sur ces sujets-là, et sur lesquels on a aussi vocation. PVID, c'est un peu un fer de lance sur ce sujet-là. On souhaite pouvoir voir en quelle mesure on est en capacité de pousser ces référentiels d'exigence à une échelle européenne, parce que au niveau ANSSI, ça n'a pas de sens d'évaluer une solution qui ne pourra pas derrière pouvoir se porter un passage européen. Ça nous paraît extrêmement important. Et donc l'idée du référentiel PVID, c'est également de donner une voix sur ce sujet-là à l'échelle européenne. Alors Armand, vous représentez la CNIL. Si l'on revient sur l'application France Identité Numérique, quelle a été la position de la CNIL ? Alors la CNIL n'est évidemment pas opposée au fait que les citoyens disposent d'une identité numérique, bien au contraire. Après, effectivement, ça doit se faire dans le respect de la réglementation liée à la protection des données personnelles, donc le RGPD en Europe. Là, comme il s'agit d'un traitement mis en place par l'État, donc qui va manipuler des données de citoyens, c'est quelque chose qui est soumis à avis de la CNIL. Donc le système précédent qui avait perduré pendant quelques années à l'ICEM. Donc c'était le système à l'ICEM. Tout à fait. Avait donc eu un avis de la CNIL, et donc là, la Commission a eu l'occasion de se pencher donc sur cette nouvelle application et a rendu un avis qui a été, je crois, rendu public ensuite par le ministère, et dans lequel la CNIL saluait qu'il y avait effectivement un certain nombre d'avancées sur ce dispositif qui présentait des garanties intéressantes pour les citoyens. Il y a eu une coopération assez intense entre la CNIL et les différents ministères ? Tout à fait, ça fait très longtemps que la CNIL suit les sujets d'identité numérique, notamment France Connect. Donc évidemment, la CNIL est une entité indépendante. C'est l'État, on va dire, la puissance publique qui décide de mener ces projets et de mettre en place ce genre de dispositif. La CNIL ensuite, elle intervient en tant que régulateur, mais il y a eu effectivement sur cette nouvelle application beaucoup d'échanges, déjà pour bien comprendre son fonctionnement, et puis aussi pour proposer, on va dire, un certain nombre de choses en matière de ce qu'on appelle, en utilisant un anglicisme, le privacy by design, donc de mettre en place des mécanismes qui soient les plus protecteurs de la vie privée dès la conception du système. Alors de multiples fonctionnalités sont prévues sur cette application France Identité Numérique, production et justificatif numérique d'identité à usage unique, ce qui permet d'éviter d'envoyer des copies d'un document original, procuration pour un retrait de colis, preuve de majorité sans forcément dévoiler son identité, demande de procuration de vote, inscription sur les listes électorales, ouverture d'un compte bancaire. La liste semble infinie, Stéphane. Oui, en effet, je l'ai un peu introduit précédemment, mais c'est infini et c'est pas seulement lié à cette identité-là. Toutes les identités, dès lors qu'elles sont de niveau substantiel, permettent en effet d'accéder à une galaxie de nouveaux usages qui nécessitent aujourd'hui soit de renvoyer
un certain nombre de pièces scannées, voire se déplacer en guichet physique, parce que ce sont des démarches qui ne peuvent pas encore être dématérialisées. Donc oui, le champ des possibles est effectivement énorme, et c'est là-dessus que, entre autres, depuis cette année, on travaille, nous, côté France Connect, assez intensivement avec les ministères et avec les acteurs privés, puisque on est aussi ouvert aux acteurs privés, hein, France Connect et France Connect Plus, pour justement faire en sorte que ces services qui nécessitent un meilleur niveau de garantie se développent et permettent à ces identités numériques de niveau substantiel et élevé de se déployer auprès des citoyens le plus rapidement possible. Parce qu'en fait, c'est toujours ça l'enjeu, hein, c'est que on peut déployer, s'il n'y a pas d'usage, les citoyens vont la récupérer et puis derrière ils vont oublier qu'ils l'ont et il faudra à nouveau faire l'effort de la réactiver quelques mois plus tard. Donc il faut vraiment que l'écosystème se construise à la fois côté fournisseur d'identité, et ça y est, enfin, ça commence à arriver en France, et côté fournisseur de services avec de réels services sensibles qui intègrent ces nouvelles identités. Vous me disiez en préparant cette table ronde, c'est un processus long, coûteux, quand on veut se positionner sur l'identité numérique. Sur la fourniture d'identité, oui, en effet, parce que je pense que voilà, une des questions que vous m'avez posées quand on a préparé cette table ronde, c'est comment ça se fait qu'on est aussi en retard, parce qu'on peut dire qu'en France, contrairement à d'autres pays, on n'a pas encore vraiment d'identité numérique de bonne qualité en France. Enfin, ça y est, on a celle de la Poste depuis quelques mois, et les autres arrivent. Pourquoi ? Parce que c'est très coûteux pour les fournisseurs d'identité de se positionner sur cette activité. Hugo l'a dit, hein, il y a des process d'audit de l'ANSSI qui sont extrêmement pointus, qui sont longs. Et côté acteur privé, on a la chance d'avoir eu la Poste qui n'a jamais lâché, on a Arianex qui n'a jamais lâché non plus, et enfin le ministère de l'Intérieur qui arrive également. Mais ça nécessite des investissements, et ça nécessite aussi un modèle économique qui n'est pas forcément encore complètement défini en France non plus. Hugo, justement, pourquoi c'est si compliqué de se positionner sur cette thématique de l'identité numérique ? C'est une bonne question, je vais tâcher d'y répondre. Je pense qu'il y a plusieurs sujets. Déjà, enfin, on est sur la table ronde sécuriser des données. Enfin, moi, en tant que citoyen, pas là en tant que membre ANSSI, je pense que demain, si je veux utiliser une identité numérique, on a parlé, il y a Nick qui est là autour de la table, j'ai un certain nombre de critères et d'exigences moi-même pour que mes données d'identité soient correctement protégées dans ce cadre-là. Donc, il y a un sujet de sécurité qui est certain, c'est pas du tout anodin, c'est de la compétence, c'est de l'expertise. Il n'y a pas que ce sujet de sécurité des données, il y a des compétences aussi, on l'a parlé, hein, c'est tout un cycle. Donc, comment je vérifie l'identité d'une personne en avance de face. Enfin, tous les triptyques en termes de sécurité, à la fois métier et cyber, qu'il faut prendre en compte, sont extrêmement complexes. Et il faut de l'expertise sur titre. Enfin, IM Group est bien placé pour en parler. Yann l'a présenté. C'est des acteurs qui sont issus du monde du titre et qui se tournent peu à peu pour des usages vers le monde du numérique. Et c'est quand même pas des compétences qui sont complètement anodines pour des acteurs qui souhaitent positionner. Donc ça, déjà, c'est un coût d'avoir des personnes qui soient en capacité de porter ces problématiques-là. Effectivement, après, il y a des évaluations que nous on mène. Donc l'ANSSI, les échanges qu'on a avec les acteurs industriels sont bien sûr gratuits, mais on s'appuie sur des centres d'évaluation pour mener un certain nombre d'évals. Et ces évals, elles ont un coût, effectivement. Je pense pas que ça soit le principal poste de coût. Vraiment, le poste de coût, je pense qu'il est humain et compétence pour pouvoir se positionner sur l'ensemble des problématiques associées à ces sujets-là, et qui fait que de facto, comme le modèle économique est pas toujours très certain, que c'est assez difficile pour notamment des acteurs de petite taille de venir se positionner sur ce type de problématique. Yann, vous voulez réagir ? Enfin, pour l'essentiel, l'objectif était de confirmer ce qu'a dit Hugo. Effectivement, je crois qu'il est assez simple sur le papier de s'improviser fournisseur d'identité numérique. Pourquoi ? Parce qu'on a tous maintenant assez clairement en tête le schéma, l'infrastructure que ça peut nécessiter. Maintenant, derrière ce concept d'identité numérique, on s'aperçoit qu'il y a une multitude de critères et d'enjeux de sécurité. On en a parlé de données privatives et privées, personnelles, et que il est assez difficile de s'improviser en mesure de disposer de l'expertise nécessaire pour appréhender tous ces sujets. Parce qu'en fait, à un moment donné, ce que vous confiez à votre portable ou bien les données que vous allez mettre dans votre puce, vous avez besoin d'en assurer à la fois une sécurité, une traçabilité, une capacité à démontrer à tout moment que les données qui y sont certifiées et conformes à un certain nombre d'exigences. Et c'est ce travail qui probablement, d'une part, a ralenti un peu la progression de l'identité numérique en France,
Je rejoins Hugo. Moi, à titre personnel et en tant que citoyen, je suis plutôt rassuré que cette démarche et cette appréhension et ces limites soient au moins prises en compte au niveau français. Moi, je voudrais témoigner aussi de quelque chose. Hugo contredira pas. Je crois que même si on peut considérer que la France a pris un peu le train en route et on va en reparler tout à l'heure, sur l'initiative européenne, la grande force de la France, c'est d'apporter aussi cette maturité de réflexion sur les notions de sécurité et de RGPD. Et l'influence que l'ANSSI peut avoir en particulier me semble très intéressante parce qu'elle est en train aussi de repositionner les vrais sujets au cœur des discussions européennes. Encore une fois, on y reviendra peut-être tout à l'heure, en particulier sur ces aspects de sécurité. Et vous comprenez bien que faire et rendre interopérable un ensemble de pays, ça passe par la définition d'un minimum requis, et que si là aussi ça semble évident sur le papier, c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Et je vous laisse imaginer le détail qu'il peut y avoir entre nos préoccupations, telles que l'ont décrit à la fois Hugo et Armand tout à l'heure, et d'autres pays, et je vais prendre l'exemple de la Pologne pour ne pas les citer, où il y a presque une quasi-volonté d'ouvrir l'ensemble du sujet à Apple et les laisser gérer leur wallet. Tout ça est en train de se mettre en œuvre. Ça passe par la définition d'un minimum parce que finalement la confiance, elle passe d'abord par des règles clairement établies entre les différents acteurs et c'est ça aussi l'enjeu de l'Europe. Il y a Armand qui voulait réagir. Oui, juste pour aller dans le même sens et le dire avec la vision du régulateur. Nous, la seule chose qui nous intéresse, quelque part au fond de la CNIL, c'est la protection des personnes. La question qu'on se pose systématiquement, c'est quelles sont les conséquences pour les personnes. L'identité numérique, les conséquences pour les personnes en cas de compromission, elles sont gravissimes. On peut avoir l'usurpation d'identité, on a des cas de plaintes, de problèmes qui sont confrontés à ce genre de personnes, sont confrontés à ce genre de choses, des crédits ouverts, etc. Et donc, quelque part, le fait que ça soit compliqué de faire une identité numérique, alors évidemment, il y a un sujet d'ouverture, de concurrence, etc. Mais quelque part, c'est normal. C'est-à-dire, on ne fait pas pour prendre, le gros forcir le trait, on ne fait pas de la neurochirurgie dans un salon de thé, quoi. Ça se fait dans un environnement contrôlé, avec des personnes formées, etc. Et donc, parce que si on ne le fait pas, si on n'a pas ce niveau d'exigence, on a des conséquences réelles et concrètes pour les personnes qui sont inadmissibles. Hugo ? Non, c'est bon. J'ai beaucoup aimé l'image de la nanochirurgie, je me rappellerai très bien. Ok, alors donc vous l'avez évoqué en filigrane, effectivement, le contexte derrière, c'est un contexte européen. 2002 est, je pense, véritablement une année charnière. Elle marque un temps fort dans la constitution de l'identité numérique européenne, appelée à faciliter et sécuriser les actes quotidiens de millions de citoyens. Alors, en coopération avec les partenaires industriels, la Commission européenne et les 27 États membres de l'Union sont en train de définir le cadre réglementaire ainsi que la toolbox, la boîte à outils techniques, qui permettra de déployer la nouvelle identité numérique d'ici 2025. D'ici 2025, c'est demain. Voilà, donc dans le cadre ce qu'on appelle eIDAS, eIDAS V2, donc eIDAS V2 s'ouvre à tous les pays de l'Union ainsi qu'aux entreprises en y ajoutant la possibilité, on vient de le voir, d'accès depuis des téléphones mobiles et des applications. Yann, un commentaire sur ce contexte européen ? Oui, alors je ne vais pas vous faire peut-être une répétition d'un sujet qui sans doute a déjà été abordé à l'occasion d'autres tables rondes, le sujet Digital Wallet européen ou le portefeuille numérique européen. Je pense qu'on vous en a déjà parlé au cours de ces derniers jours. Juste peut-être pour vous donner 3-4 éléments de compréhension et de synthèse autour de ce sujet. Premièrement, donc clairement, et j'allais dire avec beaucoup d'optimisme, lié à ce qui a pu se passer sur l'expérience pass sanitaire de l'année dernière, où l'Europe a montré qu'à 27, voire à plus, puisque le pass sanitaire européen a été étendu au-delà des 27 pays de l'Union européenne, était capable de se mobiliser en très peu de temps autour d'un sujet. Et ça me rend confiant dans la capacité que l'Europe a de demain pouvoir définir un wallet européen interopérable. Pour revenir aux travaux de l'Union européenne, donc clairement il y a deux axes qui font l'objet de travaux, et Hugo et Stéphane pourront détailler plus si nécessaire, qui visent en fait à travailler à la fois l'évolution de l'aspect réglementaire d'eIDAS V1 vers ce que va être la version 2, et puis aussi à définir une architecture de principe
et un peu générique dans ce qu'on appelle donc la toolbox, Fabrice l'a dit, sur la façon de réaliser et de mettre au point ce wallet interopérable entre les pays. Ce qui est intéressant, c'est qu'au regard de ces travaux qui sont en cours, qui se poursuivent, c'est qu'il y a eu aussi un appel à projet qui a été lancé pour que des consortiums publics-privés s'organisent autour des pays et permettent une expérimentation autour de cas d'usage et de vérification de niveau de sécurité et d'interopérabilité autour de cette architecture et de ces principes eIDAS V2. À ce titre-là, alors je crois que ça va pas être un scoop parce que la préfète en charge de France Identité Numérique l'a déjà mentionné, je crois. Il y a eu au niveau français un appel à manifestation d'intérêt qui a eu lieu il y a maintenant un gros mois, un mois et demi, et un consortium d'industriels français, DocaPost, Thales, IN Group, ont emmené un certain nombre d'industriels en proposant de s'associer à France Identité Numérique, à l'ANSSI, à France Connect pour porter les couleurs françaises autour de cette initiative et lancer un certain nombre de propositions d'usage, de scénarios de tests et d'expérimentation autour des usages principaux de cette identité numérique, tout en montrant l'interopérabilité avec d'autres partenaires en Europe. Alors, je vous donne 3 exemples. Même si la discussion en ce moment au sein de l'Union européenne, c'est de savoir s'il y aura un seul usage par pays ou en tout cas par consortium ou plusieurs usages, mais pour simplement vous donner ce qu'on essaye de balayer comme type d'expérimentation. Il y a une expérimentation, des expérimentations et une démonstration d'interopérabilité autour du domaine bancaire. Comment cette identité sécurisée issue de l'identité au moins substantielle, voire élevée, peut permettre d'ouvrir un compte bancaire. On sent bien tous, pour l'avoir vécu, que ça a son importance. Il y a aussi un ensemble de démonstrations et d'expérimentations autour de la connexion au service public. Stéphane pourra en parler beaucoup plus que moi à travers France Connect. C'est comment, là aussi, une identité fiable, Stéphane l'a dit, à minima substantielle, permet de se connecter à un certain nombre de services publics. On a tous rempli notre feuille d'impôt récemment. Je suis tous les jours satisfait de ne pas avoir recherché mon password pour me connecter. Et puis aussi ce qu'on appelle le droit à conduire, c'est-à-dire la possibilité, quand vous allez louer un véhicule auprès d'un réseau de loueurs de voitures, de démontrer assez facilement votre identité et votre aptitude à conduire. En gros, vous avez un permis de conduire et vous avez éventuellement d'ailleurs vos points aussi pour ce permis de conduire. Moi, je vous avoue que ce dernier sujet me passionne parce que à chaque fois que j'ai pu louer un véhicule, j'ai toujours été assez atterré de voir la façon dont on me faisait une copie de ma carte d'identité, de mon passeport, de mon permis de conduire. Et à chaque fois, un peu taquin, je posais la question, mais qu'est-ce que vous en faites? J'ai jamais eu de réponse très rassurante dans ce domaine. C'est-à-dire que certains m'expliquaient qu'ils le laissaient dans le tiroir et qu'un jour ils le détruisaient, d'autres ne savaient pas du tout répondre, et d'autres encore m'expliquaient que ça allait être centralisé sur un serveur et que la prochaine fois, j'aurais peut-être pas besoin de redemander enfin, ils ne me redemanderont pas de scanner mon passeport. Ce qui m'a un petit peu inquiété en termes de CNIL, et je laisserai Armand commenter. Non, plus sérieusement, donc, des initiatives. Ce qui est très intéressant, c'est que autour de ces consortiums nationaux, maintenant il y a un travail pour une échéance qui est passionnante, en particulier pour les Français, qui sera le 17 août. On va devoir soumettre une proposition à l'Europe. C'est que les consortiums nationaux, enfin en tout cas les groupements nationaux sont en train de se rassembler au sein d'un gros consortium en particulier auquel on appartient, associé à l'ANSSI, FIN, etc., qui va regrouper 17 pays. Donc l'opportunité de démontrer à large échelle la capacité d'être interopérable au moins sur ces 17 pays. Et c'est bien sûr très enthousiasmant et je pense que ça sera là aussi une étape significative pour lancer cette identité numérique, en particulier en France, mais aussi montrer qu'elle est interopérable. Donc voilà où on en est, en ayant en tête que pour ce qui concerne notre consortium, alors je vais utiliser un terme, j'espère que Hugo ne va pas me démentir, mais on est dans une structure et une architecture, pour ce qui concerne ce consortium, encore très verticale, c'est-à-dire que quelque part l'ensemble de l'approche de la sécurisation et de l'identification qui est utilisée reste avec un acteur de haut niveau de confiance, qui est l'État, qui ensuite
délivre ou certifie une identité régalienne, numérique, et ensuite des attributs sont fournis par un certain nombre de regaling partners qui viennent s'appuyer sur cette identité régalienne pour certifier eux-mêmes ces attributs. Il faut savoir, on en reparlera tout à l'heure, que d'autres consortiums sont aussi en train de se former en ayant une approche un peu plus horizontale, ce que j'appelle une approche horizontale, c'est-à-dire en s'appuyant sur un réseau de tiers de confiance qui peuvent aussi venir certifier un certain nombre d'attributs. On en reparlera tout à l'heure. Juste après, effectivement. Oui. Armand, une réaction sur cette V2 de IAIDAS? Alors c'est effectivement un sujet qu'on suit. Il y a notamment la question du wallet avec, je crois si ma mémoire est bonne, un projet d'identifiant persistant unique des individus. Donc il nous pose un certain nombre de questions. Évidemment, la CNIL a été créée à la base justement en réaction à un projet de ce type en France. Donc c'est quelque chose sur lequel on est évidemment extrêmement vigilant. On est là sur un projet européen donc qui sera passera au travers d'un règlement comme le RGPD, ce qui est déjà le cas pour le règlement EIDAS, mais du coup ça s'appliquera de la même manière en Europe. En général, sur ce genre de texte, la Commission européenne saisit le CEPD, donc qui est le regroupement des CNIL européennes, pour avoir son avis sur le texte. Dans certains cas également, ça peut être le DPS, le contrôleur européen de la protection des données. Donc c'est des choses qu'on fait assez régulièrement sur la VIA par exemple, plus récemment sur les règlements qui sont passés très récemment. Donc il y aura vraisemblablement un avis donc sur le sujet et on regardera effectivement en détail et on pourra être amené à faire un certain nombre de préconisations, notamment par rapport à cette question de l'identifiant unique. D'accord, Stéphane, cette V2, IAIDAS? Alors nous côté France Connect, on suit évidemment attentivement, puisque c'est un fournisseur d'identité nouveau qui pourrait intégrer, de notre point de vue, France Connect Plus à horizon 2025 lorsqu'il va commencer à être déployé. Nous, on insiste sur le fait que c'est très compliqué de déployer une identité, qu'on est déjà tous, les 27 États membres, dans des écosystèmes, contrairement au pass sanitaire, dans des écosystèmes qui existent déjà, avec des identités qui existent déjà, et des usages qui ont été déployés, et des identités qui ont été déployées avec beaucoup d'investissements aussi, parce que c'est compliqué, c'est ce que je disais précédemment. Donc on ne voudrait pas que tout ça soit fragilisé par l'arrivée du wallet. Donc nous, on va plutôt tenir une position qui est ce wallet intégrera la Galaxy France Connect et France Connect Plus lorsqu'il apparaîtra. Et s'il facilite l'interopérabilité, tant mieux, puisque nous, on est le nœud d'interopérabilité français. France Connect Plus permet l'interopérabilité des usages. Cette interopérabilité avec le règlement IDAS V1, c'est pas un franc succès. Donc le wallet devrait améliorer ces usages en interopérabilité. Maintenant, il faut quand même pas oublier que la plupart de nos usages sont quand même nationaux. L'interopérabilité, c'est important, mais nous, on poursuit quand même la construction de l'écosystème France Connect Plus parce que c'est notre priorité, en tous les cas, côté Premier ministre d'INUM. Alors, je vais passer la parole à Hugo, mais je précise que dans 5-10 minutes, vous aurez la parole. Si vous souhaitez poser vos questions, on les accueillera avec beaucoup de plaisir. Donc Hugo, la position de l'ANSSI sur cette V2 ? La position de l'ANSSI, elle est assez claire. Enfin, en termes de positionnement, l'ANSSI, là où on a intérêt, c'est qu'on peut apporter une expertise en termes de cybersécurité. Donc ça pose un certain nombre de questions. Armand en a parlé, notamment sur les données qui vont graviter autour de cette galaxie-là. Donc peut-être déjà pour résumer ce sujet qui est extrêmement complexe, Yann en a parlé un peu. Aujourd'hui, il y a 3 tracks qui se dessinent pour simplifier le sujet. Il y a un track législatif, donc des discussions entre États membres pour se mettre d'accord sur qu'est-ce qui sera écrit fondamentalement dans cette proposition EIDAS V2. Et donc là, forcément, nous là-dessus, on connaît bien la V1, donc on accompagne les différents États membres et la Commission européenne aussi pour apporter notre expertise dans le cadre des discussions législatives qui ont lieu à l'échelle européenne. Donc il y a ce track législatif, je l'ai dit, il y a ce track technique, on a mentionné la toolbox, qui doit permettre de préciser un peu, au-delà de la proposition législative, quel est le cadre technique afférent au wallet. Donc ça, on y participe aussi. Et enfin, il y a un track industriel que Yann a mentionné, c'est-à-dire que faut que les acteurs industriels puissent anticiper ce sujet-là, qui est une opportunité, qui est extrêmement intéressant. Et pour l'anticiper, je trouve que ça a été une bonne chose de la Commission européenne, cette idée de lancer des expérimentations pour voir quels sont les acteurs en lien avec la puissance publique qui sont prêts à se positionner pour commencer à tester des choses. Et ça, je pense que c'est une excellente initiative. Et nous, l'intérêt qu'on a côté ANSSI vis-à-vis de ces initiatives-là, c'est de voir
dans ce cadre-là, quelles sont les modalités de sécurité que peuvent proposer les acteurs industriels pour qu'on soit prêt à voir, dans la mesure possible, comment ça sera évalué et certifiable. Et je ferai un dernier sujet, parce que bon, c'est l'objet de la table ronde, c'est la sécurisation des données. Donc, je vais vulgariser un peu le sujet, mais aujourd'hui, on est sur un modèle où vous avez un titre d'identité électronique, vous avez une puce dans ce titre qui est certifiée, qualifiée, etc., enfin, qui a été éprouvée pour assurer la sécurité des données qui gravitent autour de cette puce. Demain, il faut imaginer qu'avec le wallet, a priori, ça sera au choix du citoyen, mais si vous n'avez plus envie de vous appuyer sur le titre, il faut que vous puissiez vous appuyer sur un téléphone qui va vous permettre de faire plein de choses, qui va vous permettre de faire de l'identité, donc de pouvoir provisionner des données d'identité dans le téléphone, donc mon nom, mon prénom, mon âge, etc. Et de pouvoir également provisionner des attributs. Donc, c'est-à-dire, je ne sais pas, pour accéder à un service où j'ai juste besoin de présenter ma majorité, j'ai peut-être pas forcément envie qu'on scanne ma pièce d'identité ou qu'on la garde. Je veux pouvoir présenter juste ma majorité. Et donc, il y a quand même beaucoup de données qui vont graviter autour de ce sujet-là, beaucoup de choses. Et donc, là où l'ANSSI on a un intérêt, c'est de voir comment on va assurer dans ce cadre d'interopérabilité toute la sécurisation du wallet. Et ça, c'est des sujets où on peut apporter une expertise avec nos homologues, notamment, pour ne pas les citer, mais tous nos homologues à l'échelle européenne sur ces problématiques-là. Ok, Armand, Stéphane, une réaction? Non plus. Bon. Dernier point que je voulais voir avec vous, vous en avez parlé, Yann, vous avez commencé à évoquer le sujet. Donc fin avril, il y a un certain nombre d'entreprises françaises, Suez, DocaPost, Archipel, IN Group ou encore l'Université de Lille, qui ont signé un manifeste qui plaide pour une coopération européenne sur l'identité auto-souveraine, Self-Sovereign Identity. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et justement la mettre en regard de ce que vous disiez tout à l'heure par rapport aux mécanismes verticaux? Oui, alors simplement d'abord je ne voudrais pas opposer les deux démarches et les deux initiatives. Effectivement, IN Group a souhaité s'inscrire dans cette approche visant à voir quelle infrastructure était nécessaire pour mettre en place une identité auto-souveraine. En particulier en regardant l'apport d'une solution que j'allais qualifier plus technique de la blockchain sur la mise en œuvre de ce type de self-sovereign identity. C'est à ce titre-là que l'on participe effectivement à cette initiative, avec en particulier en tête l'idée de faire émerger une infrastructure. Et à ce titre, on participe à l'Alliance France pour la blockchain, l'Alliance France Blockchain, pour que cette infrastructure puisse donner le minimum requis de sécurité, de traçabilité dans la gestion de ces données. Et ça fait le lien, je crois, avec le thème de notre table ronde, qui est de dire finalement qu'est-ce qu'il importe dans cette galaxie de l'identité numérique et de la gestion des attributs qui peuvent, et donc des données personnelles qui peuvent s'y rattacher, si ce n'est l'importance de replacer des préoccupations qui sont européennes. Et à ce titre-là, moi je suis aussi personnellement très, très fier de participer à ce mouvement, c'est de replacer au centre du sujet l'RGPD. Je pense que la CNIL pourrait vous en parler longuement et vous décrire l'importance que ça peut revêtir, mais aussi la capacité, au-delà d'avoir des garanties sur la sécurisation du stockage des données, la façon dont elles peuvent être échangées en termes de flux entre un fournisseur de services et l'usager, mais aussi avoir la certitude que tout ça reste à la main de l'usager. Et c'est en ça que l'initiative autour de l'identité auto-souveraine, qui met de façon assez horizontale, et encore une fois je n'oppose pas l'horizontale à la verticalité que je décrivais tout à l'heure, mais plutôt comme des choses complémentaires, parce que je crois que ce sont deux façons d'aborder un même sujet, qui est de replacer au cœur à la fois l'usager, le citoyen, et la méthodologie qui lui permet de conserver à sa main la façon de partager ou pas ces données. Si vous avez encore un peu de temps, passez sur je vais faire un peu de pub pour IN Group, passez sur notre stand IN Group, vous verrez en particulier ce qui a été fait sur Hack Data Hub, qui est typiquement quelque chose basé sur la blockchain et qui vise à permettre aux agriculteurs à partager leurs informations d'exploitation avec le milieu industriel et coopératif du monde agricole, et qui typiquement démontre l'intérêt que peut avoir ce type de démarche pour faire que chaque agriculteur, plutôt que de voir vampiriser ces données d'exploitation par tous les industriels qui passent pour lui vendre du produit phytosanitaire le lendemain, peut avoir à sa main
la décision de confier ou pas ces données de son exploitation et d'être assuré d'un certain engagement, une charte d'engagement des personnes ou des industries qui vont utiliser ces données. Donc c'est en ça que l'on participe à cette initiative avec l'objectif de vraiment faire émerger une infrastructure qui donne ces garanties pour l'objectif que je décrivais tout à l'heure. Hugo, une réaction sur cette approche horizontale, décentralisée? Enfin, je trouve ça extrêmement intéressant d'un point de vue personnel. Après, sous la houlette de l'ANSSI, de toute manière, là-dessus, le règlement IDAS, il est extrêmement ouvert. C'est-à-dire que c'est un règlement qui est agnostique technologiquement. Il ne vous dit pas si vous devez faire quelque chose de centralisé ou de décentralisé. Donc, les deux modèles méritent d'exister, méritent d'être étudiés et de regarder comment ça se passe. Comme le disait Yann, en remettant un peu l'utilisateur en fait au centre de tout ça et de s'assurer que c'est sécurisé pour nous côté ANSSI. Donc, pour être très clair, nous, on évaluera. L'idée, c'est vraiment d'avoir un cadre qui nous permet d'évaluer le wallet. Derrière le modèle technique afférent à ce cadre-là, il faudra l'évaluer et suivant les différentes technologies qui seront évaluées, il faudra juste s'assurer qu'il y ait une certaine harmonisation au niveau de sécurité souhaité. Je reviens sur vous. Yann, derrière votre manifeste, qu'est-ce que vous dites au juste que chaque État pourra déléguer à des entreprises privées la délivrance des identités numériques, que moyennant certaines garanties comme le respect du RGPD, des entreprises pourraient fournir des identités numériques régaliennes, notamment via l'identité, je sais pas, Google, Facebook, Apple ou Microsoft? La question est presque une provocation. Là, oui, exactement. Donc juste pour réagir simplement à ça. Bon, je pense qu'on est tous d'accord pour admettre que à partir du moment où, si je prends le cas de la France, l'identité numérique régalienne ou l'identité régalienne numérique sera disponible, tôt ou tard, un certain nombre de plateformes telles que Google, Facebook, etc., utiliseront d'une façon ou d'une autre cette identité. Et j'y vois pas de préoccupation principale à partir du moment où elles respectent un certain nombre de règles et de principes. Après, de là à franchir le pas et dire que demain, Apple, qui sait faire des wallets, et j'ai aucun sujet sur la qualité du wallet Apple, hein, je pense qu'ils y mettent beaucoup plus de moyens que nous tous réunis ici, mais que ça puisse devenir une identité régalienne, là, je pense que justement, la vocation de l'initiative européenne à définir ce qu'était cette identité numérique et le wallet associé et d'ASV2 vise à encadrer ça. Et je pense que le maître mot à conserver en tête dans tout ça, c'est justement cet encadrement. C'est-à-dire que je crois que les initiatives privées, elles ont vocation à venir participer à cet écosystème de l'identité numérique, mais que ce qui concerne l'identité régalienne numérique, elle reste du domaine du régalien, du champ du régalien. Je pense qu'il n'y a pas de sujet sur ce point-là. Que les attributs qui s'y rattachent, s'ils ont vocation d'être régaliens, il faut qu'ils le restent aussi. Mais qu'il peut y avoir aussi tout un écosystème, tout un ensemble d'identités numériques, je ne sais pas s'il faut l'appeler dérivées, mais en tout cas connexe, qui peut s'appuyer sur ce type de technologie, que ce soit la blockchain, que ce soit l'initiative de sécurisation de données par des tiers de confiance qui peuvent être étatiques ou pas et complétés par d'autres tiers. Je vais vous donner deux exemples qui, pour moi, illustrent un peu le type d'usage qui peut un petit peu être exclu, ou en tout cas s'affranchir du strictement tout régalien. La première, c'est si vous allez un petit peu plus haut dans le nord de l'Europe, la notion d'identité professionnelle est explicitement décorrélée de l'identité régalienne. C'est-à-dire qu'un droit d'un salarié, c'est de ne pas avoir une corrélation directe entre son identité régalienne, son état civil, et son identité professionnelle. Et ça donne un champ du possible pour des initiatives à base de blockchain ou pas d'ailleurs, mais en tout cas d'initiatives d'identité professionnelle dont la certification, l'authenticité, le niveau de confiance appartient finalement à l'employeur qui l'aura délivré. Ça, c'est un premier exemple. Et puis, j'ai fait un petit détour tout à l'heure par Monaco en parlant d'export, mais je vais parler d'un export un peu plus lointain. On travaille beaucoup au niveau d'IN Group sur le continent africain, par exemple. Sachez que des initiatives aussi plus horizontales, ce que je décrivais comme des solutions plus horizontales, peuvent être aussi une façon d'apporter un support à des États africains dans justement la construction de ce référentiel de confiance. Il existe chez certains pays africains encore des dispositifs multiples d'identité qui de temps en temps n'ont pas de cohérence,
ou qui sont disjoints pour certains. Vous avez les données du permis de conduire, puis vous avez les données de l'identité pour la carte d'identité, puis les données du passeport. Et quand on creuse un peu, on peut voir de temps en temps un décalage. L'idée est aussi de venir peut-être renforcer le niveau de confiance associé à tout ça en créant des embryons d'identité numérique. Pour ceux qui auraient l'occasion de voyager à Marrakech la semaine prochaine, il y a un excellent événement qui s'appelle ID for Africa qui parlera de ça. Et sous la tutelle de l'UNICEF, on a créé un embryon d'identité qui vise par exemple à garantir que chaque citoyen qui naît dans le monde, et en particulier dans certains pays africains, puisse au moins disposer d'un embryon d'identité. Et comment on le fait? Simplement, au moment de la déclaration, au moment de la naissance, les deux parents et un référent, qui peut être le chef du village ou bien le médecin accoucheur, va témoigner et déposer quelque chose qui va être verrouillé dans une blockchain et qui viendra servir de base pour un état civil et un enregistrement civil. Et ça vous semble bénin et quasiment inutile, sans doute dans un pays occidental, c'est fondamental pour créer une identité de confiance à l'échelle d'un pays et sur le continent africain. Merci. Et ce type d'initiative aura, je pense, là aussi beaucoup d'avenir. Je vais arrêter parce que je suis un grand bavard et je ne veux pas laisser les questions. Merci Yann. Stéphane, juste une petite réaction et après on passe la parole à la salle. J'ai essayé d'être un peu plus concise. Non, il n'y a pas de problème. Non, je voulais juste quand même préciser qu'en France, on a des fournisseurs d'identité qui ne sont pas régaliens. En fait, on a déjà, nous, créé une sorte de décentralisation avec la possibilité pour des acteurs publics et privés de fournir des identités sans être forcément le ministère de l'Intérieur. Donc ça, c'était une précision et c'est ce qui fait le succès de France Connect. On est aujourd'hui convaincus que c'est ce qui a plu aux citoyens français, d'avoir le choix entre plusieurs fournisseurs d'identité, des publics et des privés. Et c'est pour ça qu'on poursuit le modèle. Et autre chose par rapport à ce que tu disais, Yann, c'est que la décentralisation, nous, on la poursuit aussi avec l'ouverture d'API, c'est-à-dire qu'une fois que le citoyen a prouvé son identité, on cherche à déployer des API qui permettent d'aller récupérer des données complémentaires. Et ça, forcément... Enfin, pas forcément avec de la technologie blockchain. Enfin, on est assez agnostique en termes de technologie également côté d'Inum. Mais en tous les cas, le Graal qu'on cherche à poursuivre, c'est d'aller récupérer des données autres que les données d'identité une fois que la personne a garantie de son identité. Donc tout ça passe par... et c'est de la décentralisation aussi, sans forcément que ce soit de la blockchain. Voilà. C'était une précision qui nous semblait importante. Merci Stéphane. Alors, est-ce qu'il y a une question? Monsieur, allez-y, on vous écoute. Oui. Alors la question, donc je le dis pour ceux qui ne peuvent pas entendre, qu'en est-il de l'exploitation des données? Alors, en tous les cas, en ce qui concerne France Connect, nous, on n'exploite pas les données. Nous, on fournit les données à un fournisseur de services et les données proviennent d'un fournisseur d'identité. Au passage, nous, on contrôle que les données d'identité correspondent bien à un individu. Donc, ces contrôles sont faits auprès de l'INSEE, le registre national d'identification des personnes physiques, que cette personne existe bien, qu'il n'y a pas de risque d'homonymie et qu'elle n'est pas décédée. Ensuite, les données sont fournies aux fournisseurs de services et nous, on ne les stocke pas. Donc, on n'a pas d'exploitation, nous, de données. C'est bien d'ailleurs parfois un souci parce que quand on a comment dire... Armand, tu saurais mieux que moi, mais quand on a des cas d'usurpation d'identité, c'est toujours compliqué pour nous parce que nous, on n'a pas les données. Donc après, il faut arriver à remonter la piste d'audit. Donc nous, il n'y a pas d'exploitation. Et puis c'est vrai que peut-être que le terme exploité dans le titre, c'est vrai que je pense que c'était pas forcément ça le sens de la table ronde, c'était de dire en quoi est-ce que renforcer la qualité de l'identité numérique permet justement de continuer à explorer comment est-ce qu'on peut encore plus améliorer les expériences utilisateurs en fournissant des données complémentaires. Je pense que c'était plus sous cet angle-là que exploiter à des fins qui servent pas forcément l'utilisateur. Enfin, je pense que c'était vraiment ça. Moi, je peux peut-être juste compléter, en étant très bref. Je crois que, premièrement, je pense que la grande différence entre ce que souhaite faire un GAFAM d'une façon générale,
qui voient la donnée la donnée personnelle comme une mine de richesse et en tout cas une vision très monétisable. Nous, notre démarche, elle rejoint ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'elle a pour vocation de mettre à disposition de l'usager des dispositifs qui lui permettent de maîtriser et de disposer de l'ensemble des manettes pour faire que sa donnée soit maîtrisée par lui-même. Et l'exemple que je donnais de Hack Data Hub en est une bonne illustration. C'est-à-dire comment on fait pour qu'une donnée personnelle telle que celle de l'agriculteur puisse ne pas échapper à cet agriculteur et rester quelque chose où lui-même peut-être va vouloir à un moment donné la rendre monétisable. Mais ça c'est pas le rôle de DN Group, de notre rôle principal est de garantir à l'agriculteur qu'il aura l'assurance que la donnée ne sera disponible que pour ceux à qui il aura décidé de la fournir et que dans tous les autres cas, elle sera protégée et à sa main. Voilà. Alors, il nous reste 5 minutes, encore le temps de prendre une ou deux questions. Oui, monsieur, allez-y. Alors, j'ai entendu. Donc en fait, question. aujourd'hui, la CNIL, dans l'avis de la CNIL pour France Connect, il faut avoir une solution alternative à France Connect. Et donc la question, c'était avec France Connect Plus, est-ce que cette alternative continuera à être impérative? Du coup, peut-être pour répondre, l'objectif de l'alternative, c'est avant tout de permettre aux personnes qui n'ont pas d'identité numérique d'accéder aux services en question. Donc je ne peux évidemment pas préjuger de ce que dira la Commission. Je travaille pour la Commission, je ne suis pas la Commission. Mais a priori, même si jamais on a des forts taux de déploiement, il y a certains services pour lesquels vous ne pouvez pas vous reposer uniquement sur une identité numérique. C'est-à-dire vous allez de toute façon devoir maintenir un guichet physique, quelque chose qui permet aux gens qui n'ont pas d'identité numérique de pouvoir accéder aux services en question. Si je peux... Juste pour compléter, je crois qu'il y a une décision très récente du Conseil d'État sur ce point, où la question était de savoir est-ce qu'on peut imposer aux personnes de passer par un canal électronique, et la réponse a été oui, mais. Ouais, et si je peux me permettre, l'avis de la CNIL, à l'époque, c'était il faut une alternative numérique. Donc, et c'est là où nous, maintenant, côté France Connect, on demande une alternative, évidemment, pour les personnes qui sont exclues ou éloignées du numérique, mais on dit l'alternative peut ne pas être numérique, parce que de toute façon, quelqu'un qui est exclu du numérique, si l'alternative est elle-même numérique, ça n'a pas de sens. Donc, en tous les cas, nous, la position, c'est de dire il faut qu'il y ait une alternative à France Connect Plus, mais c'est en effet plutôt un guichet physique ou téléphonique ou email, mais voilà, il faut qu'il y ait un autre moyen de réaliser la démarche sans avoir une identité numérique au travers de France Connect Plus. Allez, une dernière question. Alors, oui, madame. Quid des langues utilisées? Alors ça, c'est... Je vais vous faire un retour d'expérience. C'est l'anglais. Enfin, oui, il n'y a pas de sujet à l'échelle européenne. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien. Ce qui est certain, c'est qu'on échange en anglais avec les différents États membres et qu'il y a un certain nombre après de documents qui sont traduits dans toutes les langues par la Commission européenne elle-même. Je ne suis pas certain de savoir ce que vous vouliez dire par traduction simultanée, pardon. Alors, en tout cas, pour être honnête, sur ces sujets-là, tout le monde parle anglais autour de la table. Alors, après, on arrive à deviner à peu près d'où ils viennent avec leur accent, mais tout le monde parle anglais autour de la table. Alors, on va, monsieur, une dernière question, allez-y.
Donc, évolution de la gestion des données dans l'entreprise, dans le cadre d'un contexte de travail hybride. C'est vrai qu'on n'a pas trop évoqué ce sujet-là autour de la table ronde. On est très focus identité numérique relevant d'une personne, pas vraiment de la gestion de l'identité et des accès à un système d'information. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail technique, mais là-dessus, nous, l'ANSSI, on peut apporter différentes expertises sur ce sujet-là. La première chose, c'est qu'on a parlé de notre expertise en termes de sécurité sur l'identité numérique dans le cadre du règlement IDAS. On est aussi en capacité d'évaluer des solutions d'authentification, des solutions d'authentification fortes, des solutions d'identité et d'access management, donc des IAM, des PAM, etc. Vous avez un certain nombre d'acteurs qui sont certifiés sur ces problématiques-là par l'ANSSI. Donc nous, on en a la capacité de certifier et de qualifier ce type de solution. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire d'éprouver ces solutions avec des process et des normes reconnus par l'ANSSI et d'être en capacité d'attester d'une certaine robustesse d'un produit. Donc ça permet quoi? Ça permet derrière à des commanditaires, des bénéficiaires, notamment des bénéficiaires de l'agence, qui sont essentiellement les ministères, les organismes d'importance vitale et les organismes de services essentiels, de savoir très facilement sur le marché quelle solution peut répondre à leurs besoins en termes de sécurité. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Nous, ça s'applique pas à tout le grand public. C'est-à-dire que c'est une toute petite PME qui débute, elle n'a pas forcément vocation à mettre en œuvre, elle peut le faire si elle le souhaite, mais elle n'a pas forcément vocation à mettre en œuvre une solution d'IAM. Et donc là, on a aussi un rôle d'accompagnement et de prévention. Donc on le fait à travers des guides de bonne pratique. Donc sur toute cette partie nomadisme, architecture sécurisée, moyens d'authentification, c'est des guides qu'on a au niveau de l'ANSSI. Je vais me permettre de faire de la pub pour nous, même si on n'a pas des vocations commerciales, mais on a ces guides-là, on les a sur notre stand à l'ANSSI. Donc n'hésitez pas à passer, on en a encore, et ça peut être intéressant. Voilà, ils sont en format numérique, mais on parlait d'accessibilité, on les a aussi en format papier. Merci beaucoup. Cette table ronde touche à sa fin. Merci à nos 4 invités. On peut les applaudir.